Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de ce gros objet qui perdure dans nos intérieurs, cet écran de plus en plus fin qui offre une image de plus en plus belle, la télévision. On vous en parle régulièrement dans VCast car c'est le média de masse, l'incontournable média, celui qui touche au même moment un maximum de personnes. Mais est-ce toujours le cas ? Comment les plateformes ont-elles grignoté de l'audience ? Et puis que dire du nouveau modèle d'abonnement avec publicité ? Mais avant toute chose, reposons un petit peu le contexte et pour cela j'accueille Philippe Bailly, président et fondateur d'NPA Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qu'est NPA Conseil ? NPA Conseil, c'est une boutique qui existe depuis 2001, donc presque une génération, et qui, depuis l'origine, s'est efforcée de suivre le mouvement de digitalisation de l'audiovisuel, et Dieu sait qu'il y a eu des mouvements, des choses à raconter depuis maintenant plus de 20 ans. Bon, t'es la personne évidemment idéale pour nous parler de toutes les questions. On peut dire que le marché télé est en pleine effervescence. La concurrence des plateformes a été finalement l'argument principal de ce qui devait être la fusion entre TF1 et M6, puisque Netflix se lance en publicité et que Disney+ va suivre très, très rapidement. On va y revenir. Mais on voit bien finalement que les audiences de la télé linéaire baissent. Mais est-ce que vraiment ce sont les plateformes la raison ? Ces plateformes qui sont même pas mesurées d'ailleurs officiellement aujourd'hui en France, est-ce qu'on fait pas des raccourcis un peu rapides ? La raison, elle est double. Elle est à la fois un transfert de la télévision linéaire vers le à la demande, y compris le à la demande qui est opéré par les chaînes elles-mêmes, tous leurs services de replay qui sont devenus des destinations massives, et puis avec de plus en plus de programmes d'ailleurs autres que strictement de replay dans ces plateformes, que ça soit MyTF1, Sisplay ou France.tv. Et puis le deuxième aspect, c'est effectivement la montée des plateformes de vidéo à la demande ou de vidéo numérique tout court, puisqu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui des chaînes fast, donc qui renouvellent l'expérience linéaire. En tout cas, donc revoir des programmes premium, des productions premium, mais dans un environnement autre que celui historique des chaînes et des services qui leur sont rattachés. Qu'est-ce que c'est, tu dis, les programmes fast, la télévision fast, qu'est-ce que c'est que ça ? La télévision fast, c'est comme on l'adore en France et dans le monde de l'audiovisuel en général, un acronyme qui désigne des chaînes linéaires donc dans lequel on regarde un flux de programmes qui sont diffusés dans des environnements OTT, beaucoup la Smart TV, mais aussi le smartphone, la tablette ou le site, et avec des bouquets qui peuvent atteindre plusieurs centaines de chaînes aujourd'hui pour les acteurs les plus actifs de ce marché, de ce nouveau marché. Donc c'est quoi ? C'est les Molotov et les Pluto, etc. C'est Pluto TV, c'est Rakuten TV, et puis c'est comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, une offre à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés tous les jours quand ils allument un téléviseur Samsung ou un téléviseur LG. La première chose qui apparaît aujourd'hui, ce ne sont pas le guide de programme de TF1 ou d'une autre de la chaîne classique, ce n'est pas l'environnement de l'opérateur audiovisuel. C'est en bas d'écran un bandeau qui vous propose des applications de Netflix, de YouTube, d'Amazon, de Disney, mais c'est aussi en plein écran des programmes souvent qui se diffusent, les programmes, ces fameux programmes fast, donc qui sont agrégés par les industriels Samsung et LG au premier chef. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait fait un épisode de VCast avec Sylvia Tassantofola, la présidente de TF1 Pub. Je lui avais posé une question sur la télécommande, les télécommandes notamment des Smart TV. Aujourd'hui, il y a carrément un bouton Netflix, Prime, etc. Il y a presque une distorsion de concurrence. Et du coup, pour revenir à notre fusion, à la supposée fusion, à ce qui devait être la fusion entre TF1 et M6, est-ce que cet argument finalement des plateformes est, d'après toi, l'argument
qu'ils ont bien fait d'utiliser. Bon, la preuve que non, peut-être, mais qu'ils ont poussé et à raison. Est-ce que tu penses que cette concurrence-là est vraiment un argument? Un argument, je sais pas, une concurrence, c'est évident. Un argument, enfin, manifestement, ça n'était pas assez pour convaincre l'autorité de la concurrence. Une vraie concurrence, ça, c'est évident. Dans ce qu'il y a de plus immédiatement concurrentiel, qui est le temps. Une journée, c'est 24 heures. Et ça, c'est une chose qui ne change pas. On a fait évoluer beaucoup de choses. On n'a pas fait évoluer cette dimension, quelle que soit la bonne volonté et les efforts qu'on y mette. Ça veut dire que quand une plateforme agrège ou attire une minute de votre attention, cette minute-là ne sera pas passer ailleurs. Et ce qui est vrai de l'attention, il est vrai aussi de la pub, évidemment, puisque l'un va avec l'autre. Donc les plateformes qui se développent aujourd'hui, elles sont concurrentes dans le temps passé des chaînes de télévision. Elles sont concurrentes aussi dans la capacité à attirer des budgets publicitaires et de manière encore plus massive ou en tout cas plus directe que le sont les plateformes de vidéo en ligne comme YouTube ou comme Twitch, parce que là on est vraiment front contre front des productions premium, du programme qui d'ailleurs peut naviguer d'un univers à l'autre, et en face de ce programme, un téléspectateur qui, encore une fois, s'il fait l'un, ne fera pas l'autre. Mais en même temps, tout ça, ça pose la question des audiences, puisque effectivement, tu parles du temps, alors on va pas dire de cerveau disponible, mais en tout cas du temps de passer devant l'écran. On voit bien que les audiences de la télé linéaire baissent, mais en même temps, on mesure pas le temps passé de connecté aux plateformes, et pourtant, on sait que, enfin, les opérateurs des box, eux, voient le trafic, en tout cas au moins sur une partie de leur parc. Pourquoi finalement le marché fait pas appel à eux? Et alors, chose amusante quand même, on a entendu que Médiamétrie avait annoncé qu'il pourrait mesurer tout ça d'ici à peu près 2 ans. Est-ce que c'est pas un peu tard vu là où on en est? Parmi les raisons pour lesquelles les opérateurs ne partagent pas cette donnée, il y a des raisons juridiques liées au RGPD. Il y a aussi une forme de protection des secrets de fabrique et de données commerciales sensibles. Mais au-delà, quand bien même les opérateurs diraient sur quelle chaîne votre télévision est restée branchée pendant combien de temps, ça ne renseignerait pas sur le nombre de personnes qui étaient devant l'écran et qui ils étaient. On peut supposer que s'il s'agit d'un film pour adultes, au sens vraiment adulte du terme, et qu'il est 23 heures, les enfants sont couchés. On peut supposer, à l'inverse, que s'il est 9 heures du matin et qu'il s'agit de Choupi par à la chasse aux champignons, on est plutôt avec une audience enfantine. Mais encore une fois, ça n'est que des suppositions, et surtout, on ne sait pas s'il y avait 1, 2, 3 ou 4 enfants dans un cas, un adulte ou plusieurs dans l'autre. Donc, il y a un problème de qualification de l'audience, face auquel on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que des panels tels qu'on opère Médiamétrie en France, Nielsen aux États-Unis, le Barb au Royaume-Uni, et ça bouge. Dans les semaines passées, le Netflix a annoncé successivement qu'il allait intégrer une des mesures de Nielsen aux États-Unis, puis une des mesures du Barb au Royaume-Uni. Et ça va devenir pour Netflix, pour Disney, plus demain, potentiellement pour d'autres plateformes qui veulent aller vraiment taper, entre guillemets, dans le budget publicitaire des chaînes de télévision, ça devient une nécessité d'avoir aussi une mesure qui soit aussi sophistiquée, aussi avancée que celle de la télévision. S'agissant du projet de Médiamétrie de lancer en 2024 une mesure tout lieu, tout écran, on peut trouver que 2024, c'est loin. Moi, j'ai tendance à regarder le verre à moitié plein, me dire d'abord que Médiamétrie aujourd'hui y va et est très clair dans son intention et dans sa volonté, et que je préfère parfois dormir dans ma tête que dans celle de ceux qui, à Médiamétrie, doivent surmonter les enjeux à la fois techniques, juridiques, commerciaux et de négociation que tout ça suppose. C'est extrêmement complexe, ça met en jeu des tas de susceptibilités, difficultés, etc. Voilà, 2024, ça sera déjà très bien, et souhaitons effectivement que le rendez-vous soit tenu.
Bon, bah, si on parle des audiences, évidemment, il faut parler de la publicité. Bah, ça tombe bien. C'est-à-dire ne pas juste savoir si les gens regardent plus les plateformes qu'avant. Bah oui, forcément, avant, elles n'étaient pas là. Donc, elles regardaient plus la télé. On sait bien, on imagine bien, même si on a assez peu de chiffres, mais quand même que les jeunes consomment davantage ce genre de plateforme. L'offre qui est sortie de Netflix, c'est une offre donc avec publicité. Autrement dit, on continue à payer, mais à un tarif réduit, c'est 5,99 je crois, avec de la publicité. Alors un certain nombre de minutes de publicité, il y a tout un tas de règles. Donc c'est intéressant de savoir ces audiences, c'est intéressant de voir ce qu'ils espèrent. Et je crois que Netflix a annoncé que ils évoquent un parc d'abonnés à cette offre d'ici un an de 2,5 millions de foyers. Est-ce que tu trouves ça réaliste, ces 2,5 millions de foyers qui vont qui vont migrer vers une offre payante, mais avec de la publicité? D'abord, Netflix a pas choisi le chemin le plus facile. Le plus facile pour développer ce nouveau parc d'abonnés, ça aurait été de faire comme Disney l'a annoncé pour les États-Unis, à un moment T, de prendre le forfait le moins onéreux, le plus économique, et de dire, à partir de telle date, tous les abonnés à ce forfait recevront de la publicité, sauf s'ils décident de payer un petit peu plus pour ne pas en avoir. Ça a deux vertus. L'une, c'est que du jour au lendemain, il y a un inventaire publicitaire important qui est constitué par tous ceux qui étaient déjà abonnés. Et puis, le deuxième aspect, c'est que c'est un calcul presque forcément gagnant. Soit l'abonné reste sur son forfait actuel, la publicité vient en surplus pour Disney, soit il opte pour le forfait, le palier supérieur, et ce sont des revenus d'abonnement en plus. Netflix n'a pas choisi cette voie, ça tient pour partie à la culture de l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps, Netflix faisait des publicités en affichage qui disaient No Ads on Netflix. C'était une espèce de garantie que la publicité ne passerait pas par lui. Bon, le groupe a changé d'optique, mais quelque part, il y a dans le corps social, ça n'est pas quelque chose d'évident. Et du coup, il va falloir construire ce parc d'abonnés. Alors 2,5 millions d'ici un an. Dans les études qu'on avait faites nous au printemps dernier et dans lequel on interrogeait les Français sur justement leur intérêt pour cette offre avec publicité, on arrivait à des chiffres relativement proches. Donc ça ne paraît pas déraisonnable et ça permettrait déjà à Netflix d'afficher une audience confortable. On est d'accord que c'est de l'incrémental. Enfin, ce qu'ils espèrent, c'est que les gens qui sont sur le forfait actuel dont tu parles, ils restent et que ils aillent chercher de nouveaux téléspectateurs, enfin de nouveaux consommateurs. Alors c'est forcément ce qu'ils espèrent. Nous, qu'on avait vu, c'est que, là encore sur une position qui à l'époque était une position de principe. Ouais. Puisque l'offre n'était pas encore là. Ça venait des deux côtés, dans des proportions relativement comparables. Dans tous les cas, l'offre avec publicité, elle a un avantage supplémentaire pour Netflix qu'on a un peu oublié ou qu'on a peu souligné, c'est le fait qu'au fil des années, et parce que Netflix avait augmenté plusieurs fois ses prix, finalement, Netflix n'était plus l'offre la moins chère du marché, ce qui a été un de ses marqueurs au démarrage aux États-Unis, d'être vraiment celui qui non seulement apportait une nouvelle forme de service, mais l'apportait à un prix qui n'avait pas de comparaison ailleurs. Là, ils avaient un peu perdu ce statut de Maverick des prix, et ils le retrouvent non seulement en France, mais on l'a regardé, dans les 12 pays dans lesquels l'offre avec pub va être lancée, Netflix retrouve l'offre la moins chère du marché local. C'est ça, sur la version avec pub à 5,99 en fait. 5,99 en France, à d'autres prix ailleurs, mais précisément c'est aussi pour ça qu'on a fait la vérification. On s'est demandé en fait quelle était la logique derrière ça, et quand on regarde d'un peu plus près,
une logique, en tout cas un constat, c'est le fait que partout Netflix retrouve son statut d'acteur le moins cher du marché. Bon, alors si on utilise les données qui nous sont communiquées par Netflix, ils disent qu'ils ont 10 millions d'abonnés, donc de foyers abonnés en France. Les projections américaines, c'est 20% du parc qui passerait à l'offre de pub. Si on met ça sur les chiffres français, ça voudrait dire qu'il y a 12 millions d'abonnés à Netflix à fin 2023. Quel impact, est-ce que ça, tu as étudié ça, l'impact sur la télé linéaire que ça aurait d'avoir une telle masse de gens abonnés à Netflix? Alors, nous, on a d'abord essayé de projeter ce que pourrait être, toute chose égale par ailleurs et sans autre forme de procès, le poids publicitaire de Netflix, de la régie, enfin de Netflix en tant que support. Alors, en faisant tout un jeu d'hypothèses dont je passe les détails maintenant, mais on arrivait à la conclusion que ça pourrait devenir potentiellement la 4e régie en France, avec 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est sur des choses sérieuses, enfin sur des montants potentiellement sensibles. Il y a ensuite un vrai parcours à faire pour arriver à atteindre ces résultats. L'un, c'est la mesure d'audience, on en a parlé. L'autre, c'est l'adéquation des programmes au fait d'accueillir de la publicité. Actuellement, ce qui marche le mieux, mais de très loin sur Netflix, c'est Dahmer. C'est une série qui raconte l'histoire d'un serial killer américain. Pas sûr, si j'étais un annonceur FMGC ou plus encore du luxe, d'avoir absolument envie que mon spot arrive en mid-roll dans un programme comme celui-là. Mais au-delà, les programmes qu'on voit aujourd'hui sur Netflix, en tout cas toutes les productions originales, celles qui ont été donc produites dans les 10 dernières années, elles n'ont pas été écrites de façon à prévoir l'intégration de la pub. Quand on voit une série américaine un peu ancienne écrite pour la télévision, c'est formidable. On voit les petits noirs toutes les 10-15 minutes et on sait que le scénariste a prévu à ce moment-là un rebond, un petit moment, etc., de manière à ce que l'écran arrive sans que le téléspectateur s'en aille. Ça, la production Netflix, elle n'a pas été écrite pour ça, donc ça demandera une adaptation de son catalogue. L'audience sur les chaînes, l'impact sur les chaînes linéaires, il est difficile à prévoir aujourd'hui et il ne se joue pas simplement avec les chaînes linéaires. Enfin, il se joue dans un triangle plus que dans un duo. On l'a dit, le temps est quelque chose qui ne peut pas être étendu à l'infini. Et aujourd'hui, pour conquérir ce temps, en termes de vidéo, il y a non seulement les plateformes de SVOD, il y a non seulement les chaînes linéaires, mais il y a aussi les plateformes de vidéo en ligne, les TikTok, les Twitch, les Snap, les Instagram, j'en passe et des meilleurs. Et c'est aujourd'hui ceux qui ont les courbes d'usage les plus dynamiques, ce sont ces plateformes. On regarde à la loupe la bagarre ou en tout cas le combat entre la télé et la SVOD, mais pendant ce temps-là, les plateformes qui avancent le plus vite, encore une fois, ce sont les plateformes de vidéo en ligne. En tout cas, si on parle des 15-24 voire des 15-35. Ouais, alors ce qui est intéressant aussi avec tout ça, c'est que finalement ça va offrir, il y a une promesse de qualité des contenus et des audiences de la télé linéaire d'une part, et en même temps des capacités de ciblage et de mesure qui sont proches de la vidéo. Ce que tu viens de dire aussi concernant les audiences sur, on va dire, la vidéo et les plateformes en ligne. D'après toi, les annonceurs vont utiliser quelle poche de leur budget pour aller sur Netflix ou sur Disney+? C'est de la pocket digitale, c'est du traditionnel branding, on va dire offline, même si bien sûr la télé n'est plus offline depuis déjà un certain temps, mais en tout cas, voilà, comment tu vois les choses et est-ce que tu as déjà des infos là-dessus sur les arbitrages qui vont être faits autour de ça? Non, j'ai pas d'infos, mais j'ai l'impression que les choses vont devoir bouger dans effectivement la manière dont les annonceurs et les agences organisent
le travail à l'intérieur des agences et en amont l'allocation ou la gestion des budgets. Effectivement, ce qui reste un peu la règle, c'est d'avoir d'un côté un budget grand média tradit, dont une enveloppe pour la télévision, et puis à côté une enveloppe digitale, dont la vidéo. Mais on voit bien que les frontières, elles sont de plus en plus poreuses entre la vidéo digitale et la télé, et que ça a de moins en moins de sens de gérer les deux séparément dans des couloirs différents. Ça veut dire pour en tout cas dépasser cette frontière, et réunir un peu les deux univers. Il y a un sujet d'unité de mesure. D'un côté, le monde GRP, de l'autre, le monde CPM. Il y a un sujet mode de commercialisation, le tradi versus le programmatique. Il y a un sujet aussi organisation des équipes, que ça soit portefeuille des vendeurs, organisation de ceux qui allouent, qui font les achats, etc. Bref, il va y avoir une vraie refonte à faire du fonctionnement des agences et du mindset des annonceurs. Ce qui est intéressant, c'était de voir que les régies télé, elles aussi, commencent à se préparer petit pas par petit pas à cette mesure 4 écrans. Elles commencent à se préparer à ce que les frontières tombent. Un jour, il faudra que l'ensemble du marché il soit préparé et fasse la grande bascule. Ouais, nous on aime bien parler de total vidéo. Finalement, il y a effectivement de tout rassembler. Finalement, tous les acteurs du marché comprennent bien ce que le total vidéo veut dire, sauf l'autorité de la concurrence. oui, non, c'est sûr. M6 a annoncé également le lancement d'une offre payante de son replay, un peu à l'instar, on parlait au début de ce podcast de MyTF1 Max. Est-ce que cette décision enterre de facto Salto, qui était le projet commun, on se souvient, de TF1, France Télé et M6? Ce projet, il veut dire que M6 garde son centre de gravité du côté de la diffusion en gratuit, mais ne s'interdit pas des petites prolongations et en tout cas une diversification du côté du payant. C'est effectivement ce qu'a fait TF1 en lançant MyTF1 Max, et c'est ce que ensemble France Télé, M6 et TF1 avaient fait en créant Salto. La vie de cette plateforme et de ceux qui la dirigent, ça a été, je pense, depuis le début, une sorte de chemin de croix ou de cauchemar. On choisira entre d'abord la très longue procédure d'autorisation par l'autorité de la concurrence, avec des conditions tellement rigoureuses, voire tellement absurdes, que toi et moi, si on se réunissait demain pour lancer un Salto bis, on aurait presque autant de chances de réussir que TF1, M6 et France Télé, parce que en gros, il y a des actionnaires puissants, ça tombe bien, ils sont dans l'audiovisuel. Ah bah oui, mais ça tombe mal parce que ceux qui sont dans l'audiovisuel, ils n'ont pas le droit d'avoir de synergie avec leurs filiales. Donc ça a été la première étape. Il y a eu toute l'étape de l'instruction du dossier TF1 M6 qui de facto a gelé beaucoup d'évolutions ou de projets pour Salto. Donc pour demain, Salto, on sent bien qu'effectivement ça ne durera pas éternellement comme c'est aujourd'hui. Sans tomber dans le trivial, on sait que les couples à 3 sont rarement les plus durables. Et d'ailleurs, l'un des trois, on avait déjà pris acte, puisque France Télévisions avait prévu, si la fusion TF1-M6 se réalisait, de vendre ses actions et de sortir. Donc, ça ne s'est pas fait, puisque, encore une fois, la fusion ne s'est pas faite, donc ça ne s'est pas fait dans l'immédiat. Ça paraît vraiment raisonnable de penser que les choses se déboucleront. Est-ce que Salto tombera côté TF1 ou côté M6? On le verra, mais dans tous les cas, TF1 comme M6, et je suis persuadé que Rodolphe Belmer l'aura aussi en tête, leur métier de base, c'est un métier d'agrégation de large audience, donc dans le gratuit, profondément ancré dans le gratuit, pour mettre à la disposition de Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Et après tout, la formule toujours aussi autant d'actualité.
Et puis le domaine du payant, c'est de l'extension du métier, c'est de la diversification, mais c'est pas le cœur du métier. Ça me fait penser d'ailleurs, quid de Canal+. Ce que je dis dire par là, c'est que en termes de coût, là pour de l'abonnement par rapport à Netflix, beaucoup plus élevé, Canal+, hein, on sait pourquoi historiquement, c'est un peu, ça parle d'exception culturelle, hein, tout ça. Comment tu vois le groupe Canal globalement, mais c'est MyCanal et cette plateforme-là exister par rapport à toutes les plateformes. Je crois que c'est Disney+ hein, qui a fait un accord avec Canal. Mais comment tu vois ça? Moi, je suis assez admiratif du chemin qu'a fait Canal ces dernières années. Par rapport au Canal du milieu des années 2010, avec effectivement un marché, un prix unique, une formule unique et un prix qui apparaissait franchement décalé par rapport à celui de Netflix ou d'Amazon quand il est arrivé. Avoir maintenant une gamme très large de prix qui veut dire que les premiers paliers de Canal, donc ça ne comporte pas forcément tout, etc. Mais c'est 6,99 € Canal Plus série, donc le service de SVOD, ça peut monter effectivement jusqu'à 35, 40 €, voire au-delà si vraiment on veut absolument tout. Mais enfin, en tout cas, on peut rentrer dans le magasin et trouver des choses qui nous plaisent à des prix qui sont maintenant abordables. Le deuxième aspect, c'est que Canal non seulement a passé un accord qui lui permet qui permet à certains de ses abonnés d'avoir également accès à Netflix, puis à Disney+, et à partir du 1er décembre, ça sera étendu à Paramount+. En gros, Canal est devenu une sorte de super agrégateur qui fait que ses abonnés retrouvent à peu près tous les services, sauf que le seul vraiment important qui manque, c'est Amazon à ce jour, à travers un seul abonnement, pas le moins cher du groupe, mais enfin en tout cas beaucoup moins cher que s'il devait payer les choses séparément. Et puis le troisième point, c'est l'international. On n'en parle pas beaucoup. Ça fait pas les gros titres, mais ça avance de manière spectaculaire, non seulement en Afrique, ça c'était le bassin historique de Canal, mais aussi maintenant en Europe avec le rachat de SPI, avec le rachat de M7, à tel point qu'aujourd'hui le vecteur le plus dominant en nombre d'abonnés en tout cas, c'est plus Canal Plus France, c'est toute la partie internationale est dans des proportions qui deviennent importantes. Je crois de l'ordre de 60% des abonnés hors de France. C'est la plateforme MyCanal qui est diffusée dans le monde entier, où là, il y a pas de pub de toute façon sur MyCanal. Non, le combat de MyCanal, enfin le combat de Canal+ et de MyCanal, sa plateforme, il n'est pas prioritairement ni même très fortement sur le front publicitaire. En France, il y a les chaînes gratuites de la TNT, C8, CNews, C-Star, oui, qui collectent de la pub. Il y a un peu de publicité dans les tranchants clairs de Canal, mais encore une fois, c'est un peu la symétrique de TF1 ou M6. Oui. Certains acteurs sont ancrés dans le gratuit avec des petits prolongements dans le payant. Canal, c'est l'inverse. Bon, si on pense un peu aux consommateurs, comment est-ce que tu vois l'acceptabilité de cette multitude d'offres payantes où finalement on était habitué à un monde où la pub nous apportait la gratuité. Et d'ailleurs, c'est encore un modèle pour le coup sur le digital, sur Internet directement. Quand on est sur YouTube, on a de la pub, c'est gratuit. Bon voilà, ça reste comme ça. On peut avoir le modèle payant, il n'y a plus de pub. Est-ce que finalement il restera de la place pour des plus petits acteurs? On revient un peu au débat TF1 M6. On va devoir choisir de toute façon nos abonnements. On voit bien que même en presse, les abonnements payants, évidemment, se multiplient pour notamment tous les quotidiens, mais même tous les magazines. On peut pas tous les avoir, c'est pas possible. Est-ce que ça va pas être the biggest takes all, le plus gros qui rafle tout finalement? Il y a plusieurs niveaux. Au niveau d'ailleurs des plateformes elles-mêmes, il y a eu une période de chevauchée sauvage dans laquelle l'essentiel était de gagner des abonnés, quel qu'en soit le coût. Mais comme disait l'autre, ça coûte un pognon de dingue à la fin et sans assurer la rentabilité en face, et elles l'ont toutes réalisé en début 2022. En tout cas, c'est devenu vraiment apparent début 2022, et surtout les boursiers s'en sont rendus compte.
et ont un petit peu massacré toutes les valeurs dites de l'entertainment depuis le début de l'année. On est sur des moins 30 à moins 60% en bourse quand même. Ça, c'est beaucoup. Et la suite logique de ça serait, sans qu'on puisse dire encore avec certitude entre qui se feront les mariages, mais c'est qu'il y ait un nouveau mouvement de consolidation. Donc ça, d'une certaine manière, ça simplifiera la vie du consommateur. Deuxième aspect, c'est d'avoir des agrégateurs qui font en sorte que on puisse avoir accès à l'ensemble des services sans payer l'addition du prix de chacun pris séparément. C'est le rôle que joue Canal, c'est le rôle que joue Orange ou les autres fournisseurs d'accès à Internet en faisant des bundles dans lesquels on a plusieurs services pour un prix qui reste abordable ou en tout cas acceptable. Il reste une chose qu'on n'a pas totalement abouti ni géré aujourd'hui, qui est le sujet du choix et de comment ne pas être submergé de vignettes quand on rentre dans une application. Et pire que ça, devoir être submergé 2 fois, 3 fois, 4 fois, on devra rentrer successivement chez Disney, chez Amazon, chez Netflix pour savoir ce que chacun propose avant finalement peut-être vers 9h30, 10h moins le quart, voire 10h30, de pouvoir choisir ce qu'on va regarder pendant la soirée. C'est un sujet alors qui n'est absolument pas glamour, qui repose sur un problème de métadonnées, en gros de transmission simplement du descriptif des programmes, son nom, son genre, etc. Ce que les chaînes de télé ont appris à faire depuis des décennies, c'est comme ça qu'on a en France des hebdo télé ou des sites qui sont à jour et qui vous permettent en un coup d'œil de savoir ce qu'il y a sur toutes les chaînes. C'est ce que les services de SVOD n'ont pas encore appris totalement à faire, partager ces données-là, et c'est sûrement une condition pour que les usages continuent à augmenter. Ouais, c'est vrai, on regarde parfois, moi j'ai plusieurs fois cherché quoi regarder sur telle plateforme, quoi. Enfin vraiment, parce que je trouve qu'on s'y perd, et la description que t'en fais, c'est exactement ça. On fait le tour des plateformes et puis finalement on sait même pas quoi choisir, ou généralement, expérience vécue, là pour le coup, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vu, parce que de toute façon on va pas aller se coucher trop tard. Non mais c'est fou en fait. Et il y a pire encore, c'est aussi la fois où le jour où on a envie de regarder une série, on sait qu'on veut regarder cette série, mais on ne sait pas sur quelle plateforme elle est. Et là, on la cherche partout, etc. En fait, c'est exactement comme l'univers de la musique au début de sa digitalisation. D'abord, les labels ont monté chacun sa boutique de digital, ce qui était un raisonnement absolument contre-intuitif et en tout cas anti-consommateur. Pour acheter un disque de Barbara ou de Mylène Farmer ou de Madonna, il fallait savoir sur quel label elle était signée. Étant qu'en plus certains ont le mauvais goût de changer de label en cours de carrière, potentiellement, il fallait même avoir suivi ça. Finalement, la musique digitale, elle a fait un premier bond en avant quand iTunes a mis tous les catalogues dans une même appli, un même service, l'iPod à l'époque, et puis elle a fait un deuxième bond en avant quand Deezer, Spotify et les autres ont encore simplifié les choses. Non seulement c'est simple de trouver son titre, mais c'est simple et c'est relativement économique. C'est un abonnement fixe une fois pour toutes par mois et vous avez accès à l'ensemble. Bon, allez, dernière question quand même, je peux pas m'en empêcher, sur les contenus, maintenant qu'on a parlé du marché, de la publicité, des parts de marché même. Est-ce que d'après toi, on va assister à une sorte d'appauvrissement général une fois que tous les acteurs seront positionnés, ou bien est-ce qu'au contraire, on était en train de parler des programmes là, la diversité sera au rendez-vous, et puis question subsidiaire, quid du financement du cinéma, j'en parlais pour Canal+, mais il y a des obligations qui sont données aux diffuseurs, et d'ailleurs même à France Télévisions, TF1, enfin chacun a des obligations dans le financement culturel en France. Comment tu vois ça ? C'est bien parce que c'est la question finale qui permet de repartir pour 3 quarts d'heure. Donc, en 3 mots ou en essayant de pas être trop long. Première chose, c'est les plateformes elles-mêmes. Je disais, on est sorti de l'époque River l'or ou Chevauché sauvage,
et du quoi qu'il en coûte. Et donc, toutes sont en train un peu de revoir à la baisse leur budget de programme. Ça veut dire qu'il va y avoir une obsession sans doute un peu moins grande de déverser chaque semaine des quintaux de nouvelles séries que le téléspectateur n'arrive pas à voir. J'avais fait le calcul il y a 2 ans. Aux États-Unis, à l'époque, il était sorti. Donc, en nouvelle saison de série, une étude en avait compté 500, aux alentours de 550 dans l'année. J'avais fait le calcul, il fallait passer plus de 6 mois, 24 heures sur 24, si on voulait avoir tout vu de ces nouveautés. Le deuxième aspect, c'est là, il questionne tous ceux qui créent, c'est que, on l'a dit, une grosse partie de l'audience, et des jeunes en particulier, a tendance à aller vers des plateformes de vidéos courtes, plutôt des vidéos courtes, des TikTok, toutes sortes de plateformes et de formats. Ça veut dire aussi, à contrario, que les gamins ont un peu de mal à s'y retrouver dans l'offre de production classique qui sont portés soit par des services de SVOD, soit par des chaînes de télé, mais globalement pensées, produites, diffusées par, je vais pas dire des mâles blancs de plus de 50 ans, mais enfin en tout cas par des gens qui ne sont pas totalement en adéquation avec eux. Et que ça soit les chaînes de télé ou les services de SVOD, intégrer ces nouveaux modes d'écriture, de création, etc., ça va devenir de plus en plus un enjeu si on veut éviter d'avoir vraiment un monde audiovisuel coupé en deux avec des gamins qui consomment dans leur coin et des adultes qui continuent à regarder ce qu'ils regardaient déjà avant. Et puis sur le financement de tout ça, il y a peut-être, il y a d'abord un peu de prudence à avoir parce qu'on rentre dans une période économique qui a l'air de devoir être compliquée. Ça veut dire que les budgets d'abonnement, ils vont pas exploser et que les budgets publicitaires vont pas exploser non plus. Donc, c'est pas dans la course en avant qu'on va trouver la solution. C'est peut-être en redimensionnant, en redevenant un peu plus raisonnable. Et par exemple, pour les séries qui sortent, les nouvelles séries, revenir à des rythmes de sortie par épisode, alors deux par semaine ou etc., plutôt que systématiquement le binge qui fait que en un soir, la plateforme a cramé l'ensemble du budget qu'elle avait dépensé sur une série. Et aujourd'hui, une série, américaine, ça peut facilement valoir 2 ou 3 millions de dollars l'épisode, avec des saisons qui souvent en comportent à peu près une douzaine. Donc ça met immédiatement la barre au-dessus des 30 millions de dollars ou d'euros. Bon, et ça va se compenser un peu par la publicité du coup, parce que si on a de la pub sur les épisodes, j'imagine que sur les séries très très demandées, la pub sera certainement plus chère quand même. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. En tout cas, aujourd'hui, les plateformes ont donné des signaux disant qu'ils voulaient se positionner vraiment dans le haut des grilles de tarifs. À un moment, il y a aussi un jeu d'offres et de demandes qui va jouer. Surtout si, là encore, la croissance de l'économie se réduit, donc les budgets de communication sont un peu tendus, etc. Mais enfin, de l'inventaire publicitaire, on va pas en manquer. De SVOD, plateforme AVOD, chaîne de fast, et puis évidemment n'oublions pas la télévision et les réseaux sociaux. Il y a de quoi faire et les budgets vont pas être extensibles. Merci beaucoup Philippe pour tes lumières, ton expertise sur tous ces sujets qui ne sont pas simples, aux enjeux très importants de taille, de diversification, de concurrence évidemment, mais également, j'ai envie de le rappeler, mais de contenu, des publics, des jeunes, on en a parlé, et des nouvelles écritures pour ces générations futures qui voient les écrans se multiplier, ou du moins les occasions de voir se multiplier si on parle de publicité. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.